les arbres, le ciel, le lac, la lune et bien sûr Shakespeare. Et il y a quelque temps, j'ai terminé de lire If We Were Villains de M.L. Rio et ce livre a été un véritable coup de cœur. C'est pourquoi j'ai très envie de vous en parler aujourd'hui. On est dans une atmosphère qui, pour moi, était un mélange entre Entretien avec un vampire, Le cercle des poètes disparus, beaucoup, et une ambiance à la Mercredi Adams. Donc si vraiment vous aimez ces univers-là, cette atmosphère, mais alors foncez parce que ce livre va certainement vous plaire. Au niveau du genre, on est vraiment dans ce que l'on appelle donc un drame. On est clairement dans un drame. On sait qu'il va y avoir un meurtre qui est clairement annoncé dans le résumé dès le départ. Nous sommes dans ce que j'appelle moi une dark academy, à savoir qu'on y retrouve la notion d'académie puisque on est dans ce conservatoire classique des Letchers et donc on va suivre un groupe d'étudiants mixtes qui est en 4e et dernière année de théâtre et on va apprendre à les connaître, pas forcément s'y attacher, on peut en trouver certains antipathiques, certains plus intéressants, parfois agaçants, cela dépend, mais on va un petit peu se pencher sur chacun d'entre eux au travers du regard d'Oliver. Oliver qui est l'un des membres du groupe et qui va être le personnage principal de cette histoire qui relate ses années d'études et notamment cette dernière année, 10 ans après avoir fait 10 ans de prison pour avoir été inculpé pour meurtre de l'un des membres du groupe. Et donc on a, puisqu'on parle de meurtre, l'un des autres ingrédients de la Dark Academy, à savoir la mort. Cette mort qui plane en permanence, en fait, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chacun. On a cette atmosphère très pesante, et donc on a cette mort qui plane, qui est clairement explicitée dans le résumé, donc on sait qu'il y a un des membres du groupe qui va être tué. Et en fait, on revient sur cette histoire, puisque Oliver a été inculpé, mais le policier qui l'a inculpé pour ce meurtre n'a jamais été convaincu qu'il s'agissait vraiment de ce qui s'était passé, de la réalité des faits. Et donc, ils reviennent, et c'est en cela que je dis que c'est un peu comme un entretien avec un vampire au départ, puisque on a ce policier qui sollicite et qui, voire même, supplie Oliver de lui, enfin, de lui révéler la vérité des faits, de enfin lui révéler toute l'histoire. Et comme le journaliste qui demande en fait à Louis, le vampire d'Entretien avec un vampire, si vous l'avez déjà vu, qui le sollicite pour, s'il vous plaît, mais racontez-moi, dites-moi ce qui s'est passé. Et donc au début, on a cette distance entre les deux et quelque part après ces confidences qui s'installent et l'histoire qui débute. Et là, on est pleinement dedans, on plonge en immersion. Et on sait que la mort va arriver. C'est une ambiance qui va crescendo. On sent la tension qui monte. On sent qu'elle va arriver. Et quand elle arrive, ce n'est pas fini. Puisque c'est juste un élément qui va déclencher le reste. Et là, c'est là que ça devient intéressant aussi parce qu'il y a toute cette fascination aussi qui s'installe et qui est l'un aussi des éléments de la Dark Academy. Cette fascination des uns envers les autres, mais aussi de ce policier vis-à-vis d'Oliver qui entretient une forme de respect, à la fois et il utilise le mot fascination à un moment, en parlant de cette implication pour le théâtre, de cette implication pour les œuvres de Shakespeare. Pourquoi? Puisque là, on est vraiment en immersion dans l'univers du théâtre. Et c'est intéressant parce qu'il y a ce parallèle avec l'autrice M.L. Rio qui, dans ses travaux, a beaucoup travaillé a priori sur les représentations de la folie et des troubles de l'humeur à l'époque du théâtre élisabétain, c'est-à-dire d'une période où le théâtre anglais était marqué par des grandes œuvres telles que celles de William Shakespeare. Et on parle de théâtre élisabétain puisque c'était à la période d'Élisabeth Ier. Et ici, l'autrice fait un véritable hommage à William Shakespeare et de nombreuses références du coup à ses œuvres. Et au travers de ces nombreuses références, elle montre combien ses étudiants sont dans ce que l'on peut appeler une emprise shakespearienne. C'est-à-dire que ils sont tellement impliqués dans leur rôle, dans la réussite de leurs études et dans le fait d'atteindre leur performance que parfois le jeu de soi se définit au travers du rôle, donc du jeu de l'autre. Et il y a une forme d'emprise en fait qui s'installe pleinement puisque ils sont comme
en immersion totale dans l'univers de Shakespeare, en plongée continue finalement, et comme en apnée quelque part, à force, mais sans s'en rendre compte. C'est comme une apnée consentie quelque part, une emprise consentie, de, de pouvoir s'alimenter et de pouvoir parler le Shakespeare comme une seconde langue et en permanence. Et d'ailleurs, c'est montré au travers de leur manière de se parler entre eux. Ils parlent en vers, en séquence de scènes de théâtre qu'ils connaissent par cœur et qu'ils s'échangent comme ça en joute verbale. Et nous, on est là, on les suit et on comprend combien cette emprise shakespearienne s'infiltre même dans l'enquête de l'histoire, puisque on en vient même à douter parfois de mais qu'est-ce qui est de la part du réel, qu'est-ce qui est de la part du théâtre finalement, au point même que le policier en vient à clairement poser la question, mais quelle est la proportion, quelle est la part de vérité dans ce que vous me dites? Le personnage lui répond, donc Oliver, notre héros, lui répond tout, puisque pour nous, tout est théâtre, tout est poésie. Donc finalement, c'est aussi notre réalité. Donc ça nous perd encore plus, nous aussi, lecteurs, dans cette enquête. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui tient du réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui l'est. Et on en vient même parfois à se poser la question de est-ce que cette mort qui était qui est clairement affichée, qui est clairement explicitée finalement, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Enfin, à un moment donné, je me souviens avoir même douté de mais est-il vraiment mort? Est-ce que c'est parce qu'on nous laisse voir ou entrevoir, mais est-ce que c'est la réalité? On se demande si on n'assiste pas finalement à une scène de théâtre où tout est rôle et tout est joué. Est-ce qu'on est manipulé? À chaque degré, à chaque niveau, on se demande. Le personnage Oliver s'interroge sur cette manipulation du théâtre. Le policier s'interroge sur ce que lui dit Oliver et qu'est-ce qui est du réel. Et nous-mêmes, lecteurs, on s'interroge à notre niveau sur mais est-ce que l'autrice ne nous manipule pas là aussi, en fait, quelque part, dans le sens où est-ce que tout n'est pas une pièce de théâtre dans ce livre? Donc finalement, c'est assez intéressant parce qu'on sent réellement cette tension et cette atmosphère. Et, et en cela, j'avais gardé un passage du livre que je souhaite vous lire. N'importe quel bon acteur ne se contente pas de dire les mots, il les ressent. Nous ressentions les passions ardentes des personnages, comme s'il s'agissait des nôtres, mais les émotions du personnage n'annulent pas à celles du comédien. On ressent les deux en même temps. Il peut être difficile, parfois, de faire le tri. Et c'est là qu'au niveau psychologique, je trouve cela très intéressant, parce qu'on voit combien le fait d'être impliqué dans ces œuvres shakespeariennes les amène à une forme d'emprise, qui les amène à une forme d'aliénation. Le mot est très fort ici, mais choisi, parce que finalement, on voit au travers de l'histoire s'installer une forme de dédoublement, de dissonance, parfois pour certains des personnages. D'une dissociation, on va passer à une dépersonnalisation, c'est-à-dire que d'une dissociation à savoir entre le moi réel et le moi joué sur la scène, ben j'en viens à une dépersonnalisation de qui je suis lorsque je ne joue pas, qui je suis. Et donc il y a une véritable perte de son identité qui parfois peut même être usante parce que même en dehors de la scène, lorsqu'ils se parlent, ils peuvent se demander à tout moment mais est-ce que j'ai affaire au vrai Oliver quelque part ou est-ce que j'ai affaire à un Oliver masqué? Il y a même à un moment donné l'un des membres du groupe qui demande mais est-ce qu'on ne pourrait pas être juste nous-mêmes pour une fois? Et l'un d'eux qui lui répond mais non plus maintenant, c'est plus facile maintenant d'être quelqu'un d'autre en fait. Parce que à force de jouer des rôles, à force d'incarner autrui, mais comment savoir qui je suis encore moi, en dehors de tous ces rôles? Et c'est là qu'on voit aussi tout le parallèle aussi avec nos vies, dans la vie de tous les jours, parce que qu'on fasse du théâtre ou non, on peut s'identifier très facilement au personnage en se posant la question de les rôles que l'on porte dans nos sociétés, tous ces rôles, tous ces masques sociaux aussi parfois que l'on porte, où est la part de vrai, d'authenticité dans ces rôles que nous portons? Et surtout, comment ne pas s'oublier? Comment ne pas être en dissonance? Comment pouvoir rester à l'équilibre? C'est ça qui est important parce que le risque, il est d'aller jusqu'à cette dépersonnalisation et qui est l'aboutissement pour certains des membres de ce groupe et que l'on observe ici au point que parfois on aborde la question, la fameuse, de la folie. Cette folie qui s'empare des uns et des autres et qui semble s'insinuer comme ça au travers de leur corps de manière très insidieuse et de manière très, je dirais pas consentie, mais quelque part tolérée, comme un effet secondaire
du théâtre. Il y avait cette phrase comme un effet secondaire de la magie manipulatrice du théâtre. C'est assez intéressant comme phrase. De se dire qu'à la fois c'est une passion, le théâtre est pour eux une passion, mais qui les aliène et quelque part, ok, c'est un effet secondaire. Bah ok. Quelque part, ça déresponsabilise aussi la personne de se dire, bah de toute façon, j'y peux rien si j'en deviens fou, parce que c'est l'un des effets secondaires de ma pratique. Pour réussir à devenir acteur, je dois accepter cette forme de folie, de folie magique du théâtre, de folie symbolique née du théâtre. Et sauf que le problème, c'est que ça déborde. On voit combien il y a ce débordement au-delà de la scène, au-delà de leur séance d'entraînement. Donc au sein même du groupe, au point que parfois c'est mais tu es Richard ou Dick aujourd'hui. Cette phrase qui est sortie de manière soit humoristique, soit provocatrice, c'est bien pour signifier que mais est-ce que on a affaire à la colombe ou au corbeau aujourd'hui? Quelque part, ça montre bien cette dissonance et surtout ce dédoublement de la personnalité d'une même personne. On voit les enjeux, tout ce qui se joue, comme je disais, au niveau du rapport à soi, au niveau du rapport au corps aussi, puisque le corps ici est pleinement présent puisqu'il sert d'objet de travail. Oliver explique combien il se sent observé lors des auditions, en fait, comme s'il était un esclave qui se retrouve face à un marchand d'esclaves. Il y a quand même cette notion quoi de marchand d'esclaves, de comparaison, de compétition avec les autres membres du groupe. Le fait de parfois devoir travailler son corps, de devoir se muscler tout l'été pour pouvoir incarner un rôle à la rentrée. Donc finalement, c'est ce corps qui est simplement un objet de travail et non plus forcément respecté pour ce qu'il est, pour ses besoins premiers. Ce rapport vraiment à soi qui est complexe, aux autres qu'il est aussi dans le groupe, puisqu'on a cette volonté de pouvoir incarner des rôles auxquels on n'a peut-être jamais accédé, de pouvoir un peu étoffer son répertoire, de pouvoir être repéré. Et donc, malgré l'amitié, on voit combien il est difficile d'ailleurs de maintenir cette amitié, combien cette amitié est fragile. Et donc, il y a cette notion de fragilité et que l'on retrouve au travers de l'image même du moineau, de la symbolique du moineau qui est sur la couverture d'ailleurs du roman, qui fait référence à l'une des célèbres œuvres de Shakespeare, à savoir le moineau de Hamlet, qui témoigne de toute cette fragilité de la vie humaine et qui est pour montrer qu'à la fois on peut se sentir très fort, très vivant et libre comme l'air, et à la fois parfois comme vulnérable face à l'autre, face à soi-même, parce que, comme je le disais, ils en viennent à se perdre même eux-mêmes. Et donc, il y a toute cette quête identitaire de soi, de qui je suis lorsque je ne joue pas, qui suis-je vraiment et qui sommes-nous au travers du groupe aussi, parce que cette folie individuelle, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'elle devient partagée, on parle de folie collective dans ces cas-là, d'adrénaline aussi, parce que quelque part, le théâtre ici apparaît comme une drogue, comme une addiction. Et une addiction pour chacun d'entre eux, mais aussi il y a une forme d'émulation dans le groupe. Donc cette amitié qui est aussi malsaine à certains égards et qui va en même temps les entretenir leur performance parce qu'ils vont toujours vouloir aller plus haut, ils vont se soutenir pour aller plus loin. On va aller vers tout ce qui est du penchant de la jalousie, de l'envie, de la vengeance parce que on peut difficilement garder cet équilibre de l'amitié saine dans un tel environnement. Et cela va si loin qu'on voit combien le mécanisme de défense premier est l'évitement. Le théâtre même apparaît ici comme étant un mécanisme de défense pour quelque part s'épargner une confrontation à la vie réelle en dehors du conservatoire. On le ressent combien ils sont attachés à leur école, au conservatoire, combien on a envie d'y rester, combien on veut y rester entre ces murs. Et donc, il y a tout cet évitement au réel. Il y a une phrase à un moment donné qui dit ravi de pouvoir ignorer la réalité moins poétique du monde extérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aussi aborder, par rapport à cette réalité extérieure, les rapports à la famille. Les rapports qu'ils ont, je parlais du rapport au corps, je parlais du rapport au groupe, à l'amitié. Il y a aussi ces rapports par rapport à la famille. Combien il peut y avoir une pression familiale déjà vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont intégré un conservatoire des beaux-arts quelque part ou des grands arts. Et donc il y a cette pression parce que c'est une école qui est payante, c'est une école qui est très chère et qui est pas forcément gage d'avoir un travail à la sortie puisque on parle d'art, d'activité artistique et donc d'une activité qui est pas forcément garante d'une stabilité.
au niveau finance et donc au niveau sécurité financière. Et donc pour la famille, on voit ces rapports parfois de pression, on voit la distance qui peut s'opérer avec certaines familles qui ne comprennent pas forcément cet intérêt pour le théâtre et qui entretient aussi finalement parce que c'est comme un cercle vicieux puisque comme le monde extérieur ne les comprend plus forcément parce qu'entre eux, ils se comprennent, ils parlent le même jargon, à savoir cette langue shakespearienne, donc à l'extérieur, ils se sentent comme incompris, étrangers, et donc c'est plus facile de se replier dans ce conservatoire, et donc ils y restent, ils entretiennent quelque part ce nid, donc ce fameux nid, mais qui quelque part est aussi une prison dorée, et c'est là aussi qu'on retrouve l'image de la couverture même du livre avec ce nid de branches qui devient un nid de ronces, avec ces épines qui nous entraillent, qui confinent et qui contraignent les ailes du moineau, qui ne lui permettent plus de s'élever, de s'envoler vers le ciel. On a ce personnage qui explique c'est comme si on n'était pas vraiment vivant en dehors de ce moment-là, et d'un coup, tout s'illumine. Lorsqu'ils sont sur scène, lorsqu'ils exercent l'art du théâtre, tout s'illumine. C'est comme s'ils existaient uniquement à ce moment-là. Donc finalement, on voit combien cela devient une addiction puisque c'est leur seul moyen d'exister en fait. Ils ne sont plus en dehors, donc ils se perdent, ils s'oublient et ils sont comme finalement prisonniers de cet art qui à la fois leur fait du bien, mais finalement les emprisonne. Donc c'est vraiment exister uniquement au travers des rôles que j'incarne. Et c'est toute l'ambivalence finalement aussi dans nos vies parfois de pouvoir être passionné par un art ou par toute activité, mais qui dit passion dit investissement, parfois surinvestissement, et donc excès, perte de modération. Et ce qui est assez ambivalent dans l'histoire, c'est lorsque leurs enseignants, leurs professeurs les amènent au travers de sessions d'entraînement telles qu'une séance de yoga ou au travers d'une session qui leur demande de pouvoir affirmer haut et fort devant le groupe quels sont leurs points forts et leurs points faibles. Je te demande ce que tu fais de mieux. Et en tant qu'artiste, tu dois pouvoir me le dire. Et donc, ils ont des sessions, des cours, des sessions d'entraînement pour, certes, apprendre leur scène, mais aussi pouvoir mieux se connaître. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir combien ces étudiants, ce groupe d'étudiants que l'on suit, se retrouvent en grande difficulté lors de ces sessions-là. À savoir que pour la séance de yoga, ils parlent quand même de douleur, alors qu'on sait combien le yoga, c'est justement la quête de la libération de toutes les souffrances, donc l'antidouleur par excellence quelque part. Et donc c'est assez intéressant de voir combien ces sessions d'entraînement qui a pour but de les amener à mieux se connaître, pour le yoga par exemple, à pouvoir investir l'espace, s'approprier leur corps et le mettre en valeur au moment où ils sont sur scène. Lorsque le fait de connaître sa force et ses faiblesses, bah, ça sert à quoi? Ça sert en théâtre après à pouvoir s'appuyer justement de son tempérament et de sa nature pour pouvoir quelque part nourrir le rôle que l'on incarne. Et donc toutes ces sessions ont pour but de les aider à s'élever et on voit combien ils sont en difficulté dans ces moments-là. Et, et c'est là que c'est intéressant de voir combien eux qui sont à l'aise pour manier les mots, pour manier les phrases, les citations de Shakespeare, ne sont pas du tout et sont mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler d'eux-mêmes et de leurs émotions et d'accepter surtout leurs émotions. Voilà, ils parlent d'anxiété associée, de sentiments parfois absurdes, d'émotions absurdes. Je crois qu'il y a le mot absurdité, qu'il y a le mot dérangeant, qu'il y a le mot désarroi pour parler de ces émotions qu'ils ne maîtrisent pas et qui explique en fait toute cette quête d'évitement en permanence. Comment ils l'évitent? En se surengageant finalement dans des consommations et des comportements excessifs. Et c'est en cela qu'il y a quand même une certaine forme de warning finalement dans ce livre pour tout lecteur, à savoir que ce livre aborde quand même le culte de l'excès dans la consommation de drogue, d'alcool, de sexe, d'amour, mais aussi on va aborder, comme je le disais, la notion d'envie, de jalousie, de la vengeance. Et on sent que cela va crescendo jusqu'à aller, n'oublions pas qu'il s'agit d'un drame, donc jusqu'à aller au meurtre, jusqu'à aller au crime. Donc, il faut pas oublier qu'on est dans cette thématique-là, donc forcément, il y a toute cette tension qui est palpable et ces warnings quand même à noter, c'est des sujets quand même assez sensibles malgré tout,
J'ai moi-même lu ce livre en une période de ma vie où où je me suis sentie clairement vulnérable émotionnellement, où j'ai été en difficulté à devoir affronter plusieurs pertes et, et notamment la perte, et quand je dis la perte, le décès d'une personne que j'ai connue et qui m'a été difficile sur le moment à accepter, je dirais. Et j'ai beaucoup appréhendé la lecture de la fin de ce roman parce que je sentais qu'il n'y aurait pas forcément qu'un seul mort dans l'histoire, que j'appréhendais en fait la suite. Je ne savais pas si j'allais pouvoir l'encaisser ou pas. Et finalement, la plume de l'autrice fait que, au contraire, cela m'a vraiment aidée. Ça a été un exutoire parce que elle a écrit la fin d'une certaine façon qui permet quelque part un souffle, justement ce souffle-là et cette note d'espoir et d'ouverture. Et là, j'ai repris mon souffle comme je le reprends là, je pense aussi du fait d'en parler, mais qui reflète assez bien quelque part moi-même mon expérience de lectrice en tant que lectrice et en tant qu'humaine finalement, exposée à ses propres difficultés personnelles. Et donc c'est pour dire que même en période sombre pour moi-même, à différents égards, ce livre, qui pourtant apparaît lui aussi sombre et plutôt dark, m'a apporté beaucoup de lumière. Là aussi, c'est complètement paradoxal et pour autant, ce livre pour moi est beau. Ce livre pour moi m'a apporté de la lumière et c'est en cela qu'il est un coup de cœur. Malgré mes nombreuses appréhensions au départ, et ça il faut le dire, lorsque je l'ai vu à la librairie Mola à Bordeaux, sous son blister, j'ai craqué clairement pour le livre-objet déjà. Et parce que je savais qu'il traitait de Shakespeare. Et je n'ai aucune culture en la matière, je n'avais du moins aucune notion en la matière. Et à la fois, j'étais fascinée, attirée, ne serait-ce que par le mot Shakespeare, qui pour moi reflétait ce monde complètement inconnu, et à la fois, j'étais pleine d'appréhension à lire ce qui pour moi était une pièce de théâtre, puisqu'on parle de théâtre, alors que je n'ai pas forcément d'appétence pour le théâtre. Pareil, je me suis dit, comme je n'ai aucune notion concernant Shakespeare, est-ce que ça ne va pas être un langage trop soutenu, des références qui du coup vont me perdre, ou je ne vais pas, est-ce que je vais m'attacher au personnage, est-ce que je vais intégrer l'histoire? Et en fait, on s'identifie avec tellement de facilité à certains personnages et surtout à la symbolique, je dirais, à la symbolique, que honnêtement, mais je ne regrette pas vraiment de l'avoir pris ce jour-là. Alors, il a attendu sous blister pendant plusieurs mois chez moi dans ma bibliothèque parce que aussi je pensais l'avoir acheté en version anglaise, tout simplement parce que je sais pas, je n'avais pas lu le résumé, donc je ne m'étais pas rendu compte que le résumé était écrit en français malgré que le titre soit en anglais. Et donc pour moi, c'était un livre en version originale. Et donc je me suis dit, oh là là, à lire en anglais alors que je ne suis pas encore bilingue sur du théâtre et sur Shakespeare, c'est la galère garantie. Et en fait, non pas du tout, il s'agit bien d'un livre en version française pour le coup, mais avec son titre en anglais. Et la plume est clairement, je sais pas si, mais accessible dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est fluide et ça se lit tout seul en fait. Enfin, moi, je me suis laissée happer. Alors vous allez dire, ça se lit tout seul, tu as mis un mois quand même pour le lire. Donc oui, ça a été toute la lecture de mon mois d'octobre. Mais ça a été une superbe lecture et je l'ai savourée du premier mot au dernier. Et donc c'est un coup de cœur aussi bien pour son contenu qui m'a donné envie de découvrir plus encore Shakespeare. Et d'ailleurs actuellement je suis en train de lire, j'ai lu Othello aujourd'hui et demain je vais lire Le Roi Lear pour ensuite découvrir Macbeth, donc des œuvres originales de Shakespeare. Alors bien sûr c'est un petit peu désarçonnant hein, parce que forcément ça date un peu et donc il y a forcément des comportements, parfois des réactions qui bloquent à certains égards ou qui moi, du coup, m'interpellent. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il faut se remettre dans les représentations, justement, dans ce qui était convenu à l'époque aussi. Donc bon, ok. Mais aussi, c'est intéressant parce que je me suis mise à lire Shakespeare alors que je ne l'aurais pas forcément fait auparavant parce que finalement, toute cette emprise shakespearienne dont je vous parlais, que subissent les personnages, bah, quelque part, on est sous cette emprise, nous aussi, en tant que lecteur. En tout cas, je l'ai été, moi, personnellement. J'ai été sous cette emprise et, et ça révèle aussi toute la force de ce livre aussi, de pouvoir nous emmener aussi loin et de pouvoir nous donner envie, nous donner cet élan et nous inspirer.
Ce livre est une forme de prévention finalement de tous les risques que peut amener l'excès. L'excès en tout genre. Et comme ils le disent en fait les membres du groupe dans ce livre, nous ne connaissions pas la modération. Et donc finalement c'est un appel à la modération. Attention aux excès, attention à ce culte de l'excès qui peut amener jusqu'au drame. Et donc c'est vraiment un livre préventif en ce sens-là. Et comme je vous le disais, un coup de cœur aussi bien pour l'histoire que pour le livre-objet, parce que ce livre-objet est juste, enfin, ce livre est juste sublime. Je l'ai acheté dans sa version collector avec un jaspage qui est magnifique et d'une douceur très poétique. On y retrouve un petit peu cette poésie et cette couverture avec cet oiseau, le célèbre moineau de Hamlet, qui, je vous le disais, m'a énormément inspiré là aussi, puisqu'il représente dans sa symbolique beaucoup. Il représente toute la fragilité de la vie humaine, toute la vulnérabilité. Et en même temps, ce moineau, cet être à la fois vif et insaisissable, qui dans sa nature s'élève, vole dans les airs, et qui là est sous l'emprise des ronces. Donc, ce livre m'a énormément inspiré au-delà même de sa lecture. Vous le savez sans doute, puisque j'en ai parlé lors de mon tout premier podcast qui permet de présenter le studio. Vous le savez, je suis psychologue et professeure de yoga et j'ai créé là tout récemment mon studio en ligne, ma safe place, qui se veut en fait être un studio de yoga où les séances que je vous propose ainsi que les méditations s'inspirent de mes lectures. C'est de là que vient aussi ma créativité. Je ne peux m'empêcher en effet de lire un livre simplement. Lorsque je lis, c'est une forme de lecture active où je vais bien souvent, mon esprit s'évade bien au-delà. Ça me nourrit. Une lecture qui m'inspire autant pour moi est une excellente lecture et c'est en cela que cela a été un véritable coup de cœur, ce livre. C'est qu'elle m'a clairement inspiré la méditation guidée Per Aspera ad Astra que vous pouvez retrouver sur mon studio en ligne. C'est une inspiration libre, bien sûr, une adaptation libre. Je suis partie de cette notion justement et de cette symbolique de l'oiseau, du moineau de Hamlet que l'on retrouve sur la couverture et donc de cette image même de la couverture du roman. Donc cette méditation que je vous propose, elle a pour intention de permettre ce sas de décompression, de retrouver ce souffle et ce calme, permettant de pouvoir se reconnecter à soi et donc d'aller vers cette connaissance de soi et cette acceptation aussi de ce que l'on est, pour ensuite pouvoir enfin oser s'élever, tel le moineau dans les airs justement, de pouvoir s'envoler, de pouvoir enfin oser être soi. Et pour moi, ça faisait forcément sens de faire cette méditation puisque c'est ce que je fais de par le lancement en fait même de ce studio. Ce livre en fait m'a poussé à oser être moi en fait et finalement à enfin pouvoir partager quelque part ce que je suis avec vous et de pouvoir enfin le concrétiser, le réaliser parce que ça m'a demandé plusieurs années et plusieurs expériences de vie pour pouvoir me nourrir et pouvoir comprendre en fait quelle est mon authenticité, ma signature. Et avec ce livre, il y a eu ce déclic. Il y a eu cet énième déclic qui me manquait et qui me permet aujourd'hui de pouvoir créer ce studio, cette safe place. Je vous invite à découvrir, donc je vous laisse bien entendu le lien vers mon studio en barre d'informations. Vous y retrouverez de toute façon toutes les informations nécessaires et puis bien sûr en commentaire, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. C'est vrai que c'est première fois pour moi sous ce format-là. Je pense que la vidéo va durer 30 plombs parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce livre et sur tout ce qui m'a inspiré tout autour. Mais au moins, voilà, ça vient du cœur. J'avais besoin de vous en parler, peut-être, je l'espère, vous avoir donné envie de découvrir Shakespeare, de découvrir aussi If We Were Villains. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une belle journée. À très vite.